C'est vraiment pas rigolo d'être un petit esquimau au pays du grand hiver. Il n'a rien à faire. Orthophoniste de profession, j'ai pu mesurer tout au long de ma pratique le rôle central des CMPP pour le diagnostic, la prise en charge, l'accompagnement, le suivi des enfants et des adolescents pour tout type de troubles. Mais j'ai pu aussi mesurer au fil des années leur disparition, leur affaiblissement, les regroupements forcés du fait d'un manque d'investissement, symbole d'un certain désinvestissement, abandon des pouvoirs publics, il faut bien le dire. Pas le droit de se baigner, pas un arbre pour grimper, tout le temps à éternuer dans les courants d'air. On a fait à 5 CMPP la volonté de travailler à une structure qui parte de la base et qui ne part pas du sommet. C'est pas simple. La volonté de travailler ensemble et de maintenir cette offre est systématiquement confrontée à une logique de l'ARS qui n'est pas exactement celle-là. Donc on est forcément obligé à chaque fois de convaincre. On souhaite ne pas changer un certain nombre de fondamentaux, un certain nombre de trépieds, et nous n'étions pas sûrs que l'absorption par un grand réseau ou par une grande structure ne nous amènerait pas à aller vers un fonctionnement peut-être, je dirais, plus comptable ou un fonctionnement peut-être plus standardisé ou plus homogénéisé, qui n'était pas notre logique. La FEDECMPP a écrit un document intitulé Mission Socle qui décrit notre travail et nos orientations actuelles. Nous militons pour une approche plurielle, un accompagnement chaque fois singulier de chaque situation, avec un regard pluridisciplinaire que les situations complexes le nécessitent. Ce pourquoi je tiens à continuer à être président de cette structure, je le fais à titre bénévole mais par passion, c'est parce que ça m'a permis de rencontrer des professionnels qui, quel que soit leur poste, quel que soit leur parcours, ne saucissonnent pas les enfants et au contraire une volonté de travailler ensemble et de trouver la meilleure réponse, quel que soit le mal ou la difficulté qu'ils traversent. Les politiques à l'œuvre depuis des années, dont des restrictions budgétaires qui perdurent, sont en train de tuer, et je n'ai pas peur de ce mot, des lieux d'accueil et d'écoute. Le problème psychique, grave ou pas grave, est mal vécu, qui plus est, parfois dans les familles populaires plus qu'ailleurs, parce qu'on considère que ça va être un handicap supplémentaire pour cet enfant, au-delà du handicap social, au-delà d'autres handicaps, parfois simplement son adresse, parfois l'endroit où il vit. Et donc de dire qu'il a des difficultés psychiques, ça va être encore plus difficile à porter. Et notre travail, c'est aussi d'accompagner les familles et de leur montrer que ce n'est pas un autre monde, que c'est un monde que l'on peut croiser tous les jours, et comme on peut se faire soigner des bobos chez son médecin généraliste, il ne faut pas penser que franchir les bords d'un CMPP, c'est quelque chose de plus grave que d'aller chez son généraliste. Nous travaillons en articulant plusieurs références théoriques. Nous sommes résolus à adapter et renouveler nos pratiques en fonction de nouvelles recommandations, mais nous n'acceptons pas le climat de chasse aux sorcières qui est parfois au cœur des discussions quand nous rappelons notre référence historique et notre attachement à la psychanalyse comme une des théories qui nous permet de penser et de travailler aujourd'hui. Le manque de moyens, le fait que gentiment on nous dit c'est formidable, vous êtes arrivé à l'équilibre de votre budget cette année. Oui, madame ARS ou monsieur ARS, à quel prix? Parce que je n'ai pas rempli mon contrat vis-à-vis de la population, parce que je n'ai pas assez de professionnels pour recevoir les enfants. Alors c'est sûr, je suis à l'équilibre, mais ce n'est pas l'équilibre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresserait, c'est que l'on puisse apporter une réponse à chacun et à chacune des enfants qui en ont besoin. Mon propos, comprenez-le, n'est pas de nier la nécessité de prendre en compte les neurosciences, mais plutôt de contester la façon dont elles sont utilisées, voire parfois instrumentalisées. D'autant que la place accrue qui leur est dévolue s'inscrit dans un contexte de remise en cause globale de la psychanalyse, où finalement, le biologique que l'on peut maîtriser aisément par des médicaments prend le dessus sur la dimension psychique. Je tente à chaque fois de mobiliser mes collègues quand ils sont élus et quand ils sont en fonction, non pas quand il y a seulement des moments de crise, mais aussi parce qu'à chaque moment, les gens qui viennent nous voir, ce sont des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être à leur côté. Nous sommes à leur côté. On entend aujourd'hui parler par ces neurosciences de l'importance de la motivation, du plaisir d'apprendre, de l'importance des compétences psychosociales à l'école. Réjouissons-nous que les neurosciences découvrent aujourd'hui l'importance des émotions et du plaisir à travailler.
comme président d'association, avec l'ensemble des professionnels. Et évidemment, aussi l'ensemble de celles et ceux en Seine-Saint-Denis qui veulent aller vers ce projet de création d'une association qui parte du bas, qui ne part pas d'en haut, eh bien, on va tenter de montrer qu'il y a des contre-exemples et des performances qui ne sont pas que des performances financières, mais d'abord des performances humaines. En tant qu'individu, et plus singulièrement en tant qu'individu en souffrance, peut-on être réduit à la biologie sans prendre en compte notre environnement, notre histoire personnelle, les liens qui nous affectent? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la mets à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. D'abord lui. Alain Conrad, Joël Père, Patrick Bellamy et moi-même avons cru bon de nous adresser aux professionnels des CNPP pour faire part de notre vive inquiétude quant aux dérives avérées de politiques autoritaires imposées à marche forcée, sans concertation avec les professionnels du terrain, par certaines ARS. J'ai intitulé mon intervention « Petite histoire de CNPP en Nouvelle-Aquitaine de 2019 à 2022, la méprise et le mépris ». La cote d'alarme a été atteinte. Ces directives arbitraires en Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est risquent fort de s'étendre à tout le territoire national. Les CNPP sont en péril. En novembre 2019, l'ARS convoque une réunion des directeurs de CNPP et là nous sommes fixés. Il s'agit de s'organiser en plateforme de diagnostic pour les TND. Et il s'agit d'abandonner par contrainte toute référence à la psychanalyse. Les CNPP ne sont qu'un paradigme, parmi d'autres, d'institutions de soins. Une logique politique globale a été mise en place nouant handicap, inclusion scolaire et troubles du neurodéveloppement. Le psychique est quasi évincé. L'application de protocoles selon les diagnostics et la disparition du cas par cas, le choix de parler d'inclusion et d'intervention visant l'inclusion plutôt que de soins, la contrainte faite aux professionnels d'utiliser une classification plutôt qu'une autre, comme une acculturation forcée, ce qu'on connaît bien au Pays Basque. Les professionnels ne sont ni entendus ni considérés par les autorités de santé. La complexité de la clinique n'est plus légitimée par leur qualification et leurs compétences. La violence de la gestion du personnel est devenue un simple exécutant. L'absence de prise en compte de la réalité des moyens disponibles sur le terrain, l'absence de concertation sur le terrain et des fondements juridiques incertains, ce qui met les professionnels dans un risque permanent de faute et les fait douter du bien fondé de leur travail. On veut expertiser, diagnostiquer comme si le diagnostic suffisait en soi. Chaque gestionnaire a organisé le changement à sa façon, mais partout le constat est le même. Pour les professionnels, souffrance au travail, démission, arrêt maladie, mise en inaptitude de professionnels. Une tendance à plus de prescription de médicaments, de rééducation, de méthodes cognitives et comportementales prend le pas et même attache peu d'importance aux psychothérapies, à l'approche singulière de la parole de l'enfant et de sa famille, à la temporalité subjective nécessaire à son développement et ses soins. Pour les familles, on a observé des parents renvoyés d'une structure à l'autre pour des diagnostics qui n'étaient pas congruents et qui étaient péremptoirement affirmés dans un lieu et infirmés dans un autre, entraînant des interruptions de prise en charge pourtant investies et efficaces, des bilans multipliés au détriment des suivis thérapeutiques, une augmentation des délais d'attente pour beaucoup d'autres, plutôt qu'une facilitation de l'inclusion scolaire, la persistance d'enfants inclus, exclus de fait, car les aménagements non réalisables au quotidien pour l'école et la famille. Des rééducations trop nombreuses, imposées sans considération pour le quotidien de la famille. Le risque d'une politique qui réduit le soin à des prestations techniques faisant abstraction de l'importance de la parole dans la relation et la rencontre soignant-soigné existe vraiment. Le risque de sacrifier la richesse de la psychopathologie pour des raisons politiques et idéologiques aussi. La violence de certains échanges parents-écoles autour de la question d'un diagnostic qui n'était pas encore là. Enfin, des enfants qui revenaient avec des diagnostics d'ordre TND, pas du CNPP, mais de la clinique à côté, et qui en fait, selon notre analyse, étaient dans des situations psycho-affectives repérables, dont le traitement était d'autant repoussé.
Enfin, on peut craindre qu'à ces deux risques s'ajoute celui de ne plus considérer les structures de soins de proximité comme participants de la cohésion sociale. Dans les partenariats, enfin, confusion des rôles et fonctions d'un lieu à l'autre, entre l'école, la clinique, l'hôpital et le CMPP, mépris affiché donc de la part de certains, rupture de prise en charge imposée de l'extérieur, aggravation des difficultés du secteur sanitaire car diminution drastique des files actives de CMPP concernant les troubles non TND. Quant à l'inclusion scolaire, les professionnels devaient théoriquement s'organiser ou être réorganisés pour aller à l'école, faire des séances ou venir en aide aux enseignants. Cela se heurte non seulement à des impossibilités concrètes de temps et de déplacement, de locaux, mais de l'égalité aussi, et des ambivalences de l'éducation nationale et de l'ARS elle-même. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière. Le thème de cette table ronde pose en fait la question d'une différence qui pourrait être insurmontable entre les sciences humaines et les sciences expérimentales. Les unes seraient empiriques, s'intéresseraient donc au singulier, les autres, plus méthodiques, à la recherche de la preuve, de corrélation, ne se préoccuperaient que du général. Il y a en psychopédagogie deux courants de pensée qui se rejoignent et qui rejoignent surtout notre problématique d'aujourd'hui. Ils mettent en scène un courant empirique influencé par la psychanalyse et un courant à visée scientifique qui s'appuie sur l'expérimentation, l'observation et la connaissance du développement de l'enfant. Or, ces deux courants ont coexisté depuis 75 ans dans les CMPP, dès leur création. Ils y ont entretenu un dialogue constructif qui nous dit que les CMPP ont toujours été ouverts aux sciences expérimentales dans une recherche de pluridisciplinarité. Le problème, s'il y en a un, tient plutôt au fait que l'éducation nationale a abandonné la grande idée de Vallon de former les enseignants à une approche et à une connaissance scientifique de l'enfant. Les GAP disparaissent en 1990, les rééducateurs en psychopédagogie vers les années 80 et l'enseignement de la psychopédagogie avec la fermeture des écoles normales. Et les psychologues scolaires en 2017 avec la création du corps de psychologues de l'éducation nationale. La question posée, de mon point de vue, par la montée en puissance, si on peut l'appeler ainsi, des neurosciences, tient moins à notre capacité à travailler de manière pluridisciplinaire, mais davantage à un risque de clivage. Nous sommes confrontés de plus en plus à des enseignants peu formés, perdus face aux enfants en difficulté qu'ils doivent impérativement accueillir dans leur classe et qui n'entendent plus le discours que nous pouvons essayer de leur tenir. La question qui est posée aujourd'hui, c'est bien cette question du risque de perte de pluridisciplinarité et de création d'un clivage entre différentes disciplines, voire entre différentes institutions. Alain Conram avait présenté le titre prévu pour la table ronde, psychanalyse et neurosciences seraient-elles-ci incompatibles? Mais si l'enjeu c'est de chercher à comprendre la crise actuelle des CMPP, à mon avis, ça n'est pas ça la question principale à poser. Parce que posé comme ça, on se situe, semble-t-il, à un niveau, disons, micro-social, le niveau du travail de traitement, de soins, d'accompagnement pédagogique, qu'un thérapeute ou une équipe font avec un ou avec des patients. Dans ce cadre-là, il y aurait d'un côté les pratiques fondées sur la psychanalyse et puis d'autres qu'on pourrait ou non leur opposer, qui seraient fondées sur les neurosciences. Or, il suffit de lire, par exemple, la dernière stratégie nationale sur l'autisme ou le fameux cahier des charges de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, pour voir que la référence aux neurosciences, elle est en fait assez marginale, du moins par rapport à ce qui est demandé et affiché, qui par-delà l'évolution des pratiques professionnelles, concerne en fait un objectif social plus large qui est celui de l'inclusion scolaire des enfants handicapés.
quand la main et l'oreille est née, quand plusieurs parents on a souhaité fonder, c'est un petit geste que fait un gamin autiste souvent, la main à l'oreille. Ça nous a amené à considérer que la question des méthodes et de prise en charge était importante. Chemin faisant, la question des méthodes, on a découvert qu'elle couvrait autre chose. On ne peut comprendre une opposition comme psychanalyse et neurosciences sans prendre acte d'un changement radical dans ce qui est attendu à un niveau macro-social des institutions et des acteurs du soin et de l'éducation en matière de socialisation des enfants dont la socialisation pose problème. Le all inclusive. Par construction, on est tous inclus dans l'inclusion. D'ailleurs, c'est le titre d'un rapport de l'UNESCO sur l'éducation qui s'appelle All Inclusive. All Inclusive, ça veut dire sans exception. Ce rapport a été traduit en français par tous sans exception. En fait, ce qu'on demande au CNPP, c'est de passer d'une logique de traitement individuel gérée par une institution et des professionnels relativement autonomes à une logique populationnelle de gestion de flux par un réseau d'institutions intégrées, du moins en théorie. Et puis, donc, c'est vrai que progressivement, on comprend qu'il y a un certain nombre d'aspirations. Ça va prendre la forme de formulations différentes, de constructions théoriques, qui disent on va passer du modèle médical au modèle social du handicap. Pour comprendre ce qui sous-tend ce changement et certaines des tensions qu'il peut susciter, il faut se référer à une histoire que j'aborderai sous deux angles distincts mais étroitement liés, un angle épistémologique et un angle plus sociologique. Il s'agit de mettre fin à l'institutionnalisation des personnes handicapées et il s'agit de soutenir la transition vers la vie dans la communauté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage de la psychose aux troubles envahissants du développement, troubles du spectre de l'autisme et maintenant troubles du neurodéveloppement, c'est le passage d'une approche théorico-clinique à une approche épidémiologique qui lui est absolument incommensurable. Je voudrais interroger le terme de communauté. Qu'est-ce que c'est que la vie dans la communauté? C'est quoi l'unité de base de la vie sociale en France? Est-ce que c'est l'école du quartier? Mais pour l'instant, l'école, elle est ségrégative, on le voit bien. Historiquement, l'avènement de ces catégories de troubles envahissants du développement, TSA, TND, ça n'est que marginalement un rejet de la psychanalyse. C'est beaucoup plus largement le rejet de toute une tradition de psychiatrie clinique fondée sur des constructions théoriques à partir d'observations cliniques individuelles. On a une aspiration qui est légitime, qui est de dire on veut vivre dans la communauté, dans nos milieux sociaux de base. Et c'est pour ça que la réflexion qu'on avait autour de la singularité, progressivement a évolué vers une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une vie en communauté, qu'est-ce que c'est que le collectif, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble. Pour se limiter au concept d'autisme. Mais à partir des années 1960, le concept d'autisme a été radicalement vidé de ce sens par certains psychiatres britanniques qui sont les inventeurs du spectre de l'autisme, des troubles envahissants du développement, du syndrome d'Asperger et des TND. Ces psychiatres développent une approche totalement différente puisqu'il s'agit pour eux non pas de produire des constructions théorico-cliniques pour comprendre les cas dans une optique de traitement individualisé, il s'agit pour eux de faire de l'épidémiologie, c'est-à-dire d'identifier et de classer les difficultés de comportement et de relations sociales au niveau de toute une population, y compris et surtout les plus handicapés. Je pense que c'est extrêmement important de bien réaliser que le nœud du problème se situe dans la question du lien social. Pour faire de l'épidémiologie, il faut impérativement établir des critères observables, comportementaux, qui excluent toute référence à l'intériorité. Sinon, on aura droit à l'inclusion à domicile. Et l'inclusion à domicile est un terme qui est déjà employé dans les documents de travail, les références administratives de la direction de l'autonomie. Quand vous prenez des textes de la direction de l'autonomie, il y a écrit « inclusion à domicile ».
Je le parle avec de l'émotion dans la voix, parce que cela veut dire que si on ne fait pas attention, une partie importante des enfants termineront avec l'école à domicile. Et c'est déjà le cas. Il n'y a même pas de service à domicile, puisque c'est les parents qui sont censés faire l'école à domicile. Une école que l'éducation nationale n'est pas capable de penser ni de dispenser. Si on ne prend pas attention à cette évolution, on va vers quelque chose de gravissime. Il faut bien prendre conscience que quand les concepts de troubles envahissants du développement, de spectre de l'autisme s'imposent au début des années 80 dans la psychiatrie de l'enfant, ils en reconfigurent entièrement la nosographie et en fait l'approche conceptuelle en excluant de fait et totalement, ou à peu près totalement, les catégories psychiatriques traditionnelles qui étaient les plus centrales, telles que la catégorie de psychose, qui disparaît à ce moment-là de toute la nosographie pédopsychiatrique, CFT-MEA mise à part. Alors je vais juste terminer en racontant notre petite expérience du collectif des parents du Val-de-Marne. Notre collectif de parents, il est né autour d'un terrain de rugby adapté. Et en tant que parents, on s'est retrouvés autour du terrain et on s'est rendu compte qu'on avait la moitié de nos enfants qui étaient déscolarisés, un quart qui risquait de l'être à très court terme et que se trouvaient dans des situations très difficiles. Et à partir de là est née l'idée du collectif et on a été aidé pour le structurer par des assistantes sociales de nos CMP. Ça nous a permis de donner un étayage concret aux situations que nous décrivions. La notion de communauté, quelque part, pour moi, elle fait écho, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'organiser là où nous habitons. Si ces concepts s'imposent, ils font disparaître par exemple le concept de psychose, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs cliniquement qu'ils décrivent mieux les patients, c'est parce qu'ils n'ont aucun concurrent crédible scientifiquement, c'est-à-dire sur le plan épidémiologique, car c'est dans ce domaine-là que les preuves sont demandées. Avec les acteurs de terrain que nous connaissons, quelque part, on fait renaître l'intersectorialité par le fait que c'est des humains qui, à leur intersection, vont arriver à caractériser une situation, à dire « ok, on fait quelque chose ». Pourquoi elles prennent le dessus, ces approches épidémiologiques? C'est par leur capacité à répondre aux questions politiques concernant la gestion sociale des populations déviantes. Au niveau sociologique, si ces concepts et les approches qui peuvent leur être associées se sont imposés, c'est en rapport avec un contexte sociopolitique et celui de la désinstitutionnalisation. On est allé frapper à la porte de la MDPH et de l'ARS et nous avons été reçus. Pendant la première moitié du XXe siècle, dans beaucoup de pays occidentaux, les enfants jugés déficients sur le plan intellectuel ont été écartés plus ou moins radicalement de la vie sociale. Et il faut noter que les élaborations, par exemple, des psychanalystes de l'enfant à propos de l'autisme, se sont faites sur des populations d'enfants qui n'étaient justement pas les déficients intellectuels, étaient des populations d'enfants, entre guillemets, normaux ou à la frontière du normal, qui consultaient dans le privé, qui consultaient dans les centres de guidance infantile, ancêtres des CMPP, en laissant de côté toute la population d'enfants écartés sur la base du QI. On a été invité au séminaire de la MDPH de notre département. Enfin, ce qu'on découvre sur le mode de fonctionnement, sur ce qui se passe, c'est terrifiant. C'est juste terrifiant. Des années 1960 aux années 1980, on observe ce mouvement de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire concrètement, on va arrêter, de manière plus ou moins radicale selon les pays, de reléguer une partie des enfants dans des institutions séparées. Il y a plus de 1000 enfants sans solution au Val-de-Marne. La capacité de traitement avec tous les dispositifs qui sont mis, c'est 60 qui vont passer en commission. Combien de solutions pérennes, ça se compte sur les doigts d'une main. Et cela va poser la question de quelles institutions vont désormais s'en occuper. Essentiellement deux, la famille et l'école. Il va falloir d'une part aider les familles à s'en occuper, entre autres avec des thérapies, les fameuses thérapies comportementales qui donnent accès avant tout à une forme de management comportemental du quotidien. Et puis il va falloir les envoyer à l'école.
on se rend compte que finalement, on a construit un monstre administratif qui, n'ayant pas de capacité de déboucher sur finalement l'accueil de chacun et des solutions pour chacun, va se trouver à brasser de l'air. La logique sous-jacente et juridique, ces enfants-là, les enfants handicapés, ont les mêmes droits que les autres, en particulier le droit à l'éducation. Nos enfants passent d'une commission à l'autre, on essaye de trouver des expédients, alors ça s'appelle le CPE, RAP, enfin bon, il y a des acronymes à n'en plus finir, des groupes de synthèse qui se réunissent, etc. En France, la désinstitutionnalisation a été partielle et ambiguë. Elle n'a pas été complètement réalisée par les lois de 75 car le secteur médico-social est un héritier du secteur de l'enfance inadaptée, occupe une place institutionnelle très particulière, ni tout à fait du domaine de la santé, ni tout à fait du domaine de l'éducation nationale, et dominé par un régime très particulier de partenariat public-privé. Cette désinstitutionnalisation n'a pas tellement été plus développée par la loi de 2005, qui n'a fait qu'empiler, pour reprendre une expression de Pierre-Yves Baudot, empiler de nouveaux droits sur de vieilles structures sans les remettre en question. En gros, la loi de 2005 met en avant les normes et la rhétorique de l'inclusion et des droits individuels qu'on peut entendre au niveau international, sans toucher aux intérêts des institutions et des acteurs locaux au niveau national. On a voulu prendre au mot l'éducation nationale en disant si nous avons des enfants déscolarisés, c'est contraire à la loi. Puisque la loi de 2005 dit qu'ils ont une école de référence, et ben on va les inscrire. Pour l'instant, on est en train d'attendre parce que les dossiers ont été perdus. Non mais c'est sérieux. Donc vous avez une administration qui reçoit les dossiers d'inscription d'enfants censés être inscrits d'office et qui les garde les dossiers. Il en résulte une tension croissante qui est en partie à l'origine de la situation actuelle où l'État demande aux institutions et instances du handicap d'assurer l'inclusion scolaire sans que cela soit mis clairement sous la responsabilité de l'éducation nationale, chacun pouvant ainsi se renvoyer la balle en cas d'échec. Alors maintenant que la rentrée est passée, il y a des coups de fil qui ont été repris. Il faut rentrer les inscriptions sur Colibri. Colibri, c'est le logiciel. La crise des CNPP apparaît du coup révélatrice de blessures anciennes et jamais traitées dans ces problèmes d'articulation entre d'un côté l'assistance et la solidarité nationale et de l'autre la question de la désinstitutionnalisation et des droits individuels. Donc on va avoir beaucoup d'air qui va être brassé et pour l'instant les enfants sont toujours à la maison. Voilà. Les CNPP ont bénéficié d'un statut privilégié car institutionnellement à la frontière entre plusieurs logiques, ils relèvent du médico-social tout en pouvant accueillir des enfants, encore une fois, entre guillemets normaux, c'est-à-dire qui n'appellent pas de compensation du handicap. C'est ça, dans le cahier des charges, l'opposition entre troubles légers et TND. C'est pas une question de neurosciences, c'est une question de est-ce qu'il y a un handicap appelant compensation. Ce qui marque, c'est l'intersection entre toutes les dimensions possibles. C'est de travailler avec des professionnels parce que nous ne pouvons pas, tout seuls, c'est pas possible. Nous sommes trop isolés. Mais profiter de toute possibilité qui s'ouvre dans la ville, dans la cité, pour faire société. Pour conclure et revenir au point de départ, le problème n'est pas celui de la compatibilité entre psychanalyse et neurosciences, mais entre un modèle de traitement essentiellement pensé à un niveau individuel et conçu avant tout à propos d'enfants, en fait déjà en grande partie socialisés, qui est en difficulté pour répondre à la question de la socialisation effective des enfants les plus en difficulté, et de l'autre côté des exigences socio-juridiques d'inclusion sociale qui sont toujours plus pressantes, mais rarement portées de manière radicale sur le plan politique. Coccinelle, demoiselle, belle dame Dieu, belle, belle coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend, petit point rouge, elle bouge.
petit point noir. Au revoir, belle, belle coccinelle demoiselle. Les recherches en neurosciences sont sous-tendues par des modèles conceptuels et par des approches très variées. Aussi, à première vue, il me semble difficile de parler des neurosciences en général, car le risque serait de m'en donner une représentation étroite. Mon fils avait des difficultés d'apprentissage et pour s'exprimer. Très vite, on l'a remarqué avec mon conjoint. On a voulu savoir comment on pouvait l'aider au mieux. D'autre part, malgré toutes ces connaissances sur la structure et sur le développement du cerveau, la question du lien entre son fonctionnement et le comportement humain, les émotions, les pensées, garde une grande part de mystère et nous oblige donc à beaucoup de réflexion et de précaution en ce qui concerne les implications pratiques dans le domaine de la santé ou de la pédagogie, et plus particulièrement, je pense, chez l'enfant qui est par essence en développement. Au départ, donc, on se retournait vis-à-vis de l'école. En moyenne section, on nous disait c'est trop tôt encore, il n'a pas encore acquis tous les apprentissages qui devraient l'aider à s'exprimer. Mais lui, effectivement, il souffrait. Quand il avait du mal à passer un message et qu'on ne comprenait pas, il se mettait dans des grandes colères. Et pour nous, c'était difficile. Alors la notion de neurodéveloppement qui suscite beaucoup d'inquiétudes du côté des neuropédiatres était plutôt une évolution conceptuelle qui rejoint une vision longitudinale et dynamique du développement cognitif et psycho-affectif pour rompre avec une approche trop catégorielle, très théorique, qui ne reflète pas ou en rien la réalité d'un enfant. On a pris rendez-vous chez une orthophoniste où il a été suivi il y a un peu moins d'1 an, où cet orthophoniste nous a dit il y a autre chose, il y a un autre problème. Il faudrait qu'il soit suivi autre part par des spécialistes. On a eu de la chance d'avoir une place au Centre du langage et de l'apprentissage à Avicenne, où il a été suivi pendant toute sa moyenne section. Il a fait des bilans, mais pareil, c'était encore trop tôt parce qu'il ne savait pas encore écrire ni lire. Donc voilà, mais ça a été déjà une structure merveilleuse où il a pu faire des bilans avec des psychomoteurs, des psychologues, des orthophonistes. Il a eu plusieurs bilans. Le développement des réseaux neuronaux répond à des processus philo- et ontogénétiques, mais aussi expérientiels. Il est possible tout au long de l'enfance et de l'adolescence, mais il est d'autant plus long à se structurer qu'on s'éloigne de périodes dites sensibles. Donc après, on nous a dit qu'il faudrait qu'il soit suivi par une psychologue et une orthophoniste. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis retournée vis-à-vis du CNPP de Flantin. Là, on m'a dit, bon, pour les orthophonistes, c'est pas possible, il y a trop d'attentes, mais pour une psychologue, ça serait sûrement possible, on va vous mettre dans la liste. Avec de la bonne volonté, j'ai dû appeler 50 orthophonistes. On a des messages, on attend, on nous rappelle. Et ça a été difficile, long et laborieux. Enfin, vraiment, il faut avoir le temps et avoir la volonté. Et vouloir aider son fils pour pouvoir... c'est vraiment très très difficile. Et le CNPP, à un moment, nous a appelés, nous a dit qu'on avait une place. Donc ça a été un grand soulagement. Parce que pour moi, c'était aussi une structure rassurante. On savait que c'était pluridisciplinaire et Arthur a pu être suivi avec une psychologue. En parallèle, il a été suivi par l'orthophoniste, il a encore suivi et on a intensifié. Pour moi, c'est important d'être là et de témoigner parce qu'en tant que parent, c'est difficile. On se retrouve avec des institutions et pour nous, c'est pas notre métier. On ne sait pas comment faire. Les différentes fonctions, contrairement à une approche trop catégorielle, ne se développent pas indépendamment les unes des autres. Le corollaire, c'est que les difficultés dans un domaine, le langage par exemple, peuvent générer des difficultés qui entravent le développement d'autres fonctions. Les fonctions de communication, les fonctions du lien social ou les fonctions cognitives mobilisées pour les apprentissages. On se retrouve avec des enfants qui ont des difficultés plus ou moins grandes. Les seuls partenaires, c'est l'école. Alors soit on se retrouve avec des enseignants qui ont eu des formations, qui peuvent faire de la pédagogie différenciée et parfois non. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais de la chance parce que j'avais eu des enseignants qui avaient pratiqué de la pédagogie différenciée sans que je le sache. L'environnement est source de soutien et de stimulation du développement de l'enfant, mais des événements extérieurs peuvent parfois modifier la trajectoire de vie et de développement d'un enfant. De nombreux facteurs de vulnérabilité sont connus.
Certains peuvent être effectivement d'ordre génétique. La prématurité importante est un facteur de vulnérabilité. Les lésions cérébrales, traumatiques ou infectieuses, les atteintes sensorielles, certaines formes d'épilepsie, mais également les facteurs psycho-affectifs, l'anxiété importante, les situations de stress intense, durable, les carences affectives, les carences de stimulation peuvent être liées à des difficultés socio-familiales majeures, à des facteurs psychopathologiques. Et là, exemple, cette année, on me dit que ça va être difficile, j'arrive pas avec Arthur, c'est compliqué. Et je voyais qu'Arthur perdait le fil, que c'est plus compliqué, en un mois de temps. On a commencé à me parler de dossiers MDPH et tout ça. Il faut se dire que quand on est parent, on se retrouve avec des acronymes, des choses, voilà, plein de choses comme ça, où c'est très difficile. La cohérence des expériences vécues participerait à la cohérence des processus de maturation cérébrale. Je suis parent représentant dans une école où on a beaucoup de parents qui sont allophones, qui ne maîtrisent pas. Et pour eux, l'institution, ça fait peur. Rien que déjà de rentrer dans l'école, ça fait peur. Il faut s'imaginer qu'avoir une structure comme le CNPP qui regroupe plusieurs disciplines et qui peuvent permettre de créer le lien avec l'école, c'est fondamental. Moi, je remercie ça et je pense qu'en plus, je vais devoir y retourner pour Arthur parce qu'effectivement, cette année, il a encore des complications. Aujourd'hui, l'école dit qu'il a du mal à le suivre et voilà. Pour résumer l'apport des concepts neurodéveloppementaux, je dirais qu'ils soulignent l'importance de toutes les expériences vécues par l'enfant dans son environnement pour qu'il se développe selon sa propre trajectoire. Ils confirment l'intérêt d'agir de façon préventive sur les facteurs ou sur les situations de vulnérabilité quand ils sont connus, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient socio-économiques, qu'ils soient médicaux. Et cela, même en amont du soin. En cas de difficulté, bien sûr, il importe de débuter les accompagnements rapidement, si possible au cours de ces périodes de forte maturation. Mais pas seulement, car le développement se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Je me mets à la place de personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, qui ne maîtrisent pas même un peu les données, la lecture, les choses comme ça, et je pense que c'est primordial de pouvoir être accompagné sur des institutions publiques. À cet égard, les CNPP sont parmi les rares structures à proposer un accueil qui va de la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence et au-delà. Bonjour à tous, moi je me nomme Nathalie Youzé, je réside à Pantin dans le 93. Je suis auxiliaire de vie et je suis maman de 5 enfants. Je suis célibataire. Je suis la maman de Julien. Julien a été scolarisé, il a commencé à la crèche. Et à la crèche, je suis allée chez le pédiatre. Le pédiatre m'a dit l'enfant ne fait pas comme d'autres enfants. Et il m'a prescrit d'aller à l'hôpital pour voir s'il avait des problèmes d'audition. Et je suis allée et on m'a posé des questions si je parlais couramment français. J'ai dit oui. Et ils m'ont demandé si je parlais français à la maison. J'ai dit oui. Les données actuelles des neurosciences concourent plus à la réunion des différentes disciplines, psychiatrie et pédiatrie, psychologie clinique et neuropsychologie, qu'elles ne les opposent. Quand Julia a été inscrite à l'école maternelle, à la moyenne section, il y a la directrice de l'école qui m'a convoqué, qui m'a dit que Julia avait un problème de langage. J'ai dit à la directrice que non, il est bien, son heure n'est pas encore arrivée, plus tard il va parler. La directrice de l'école m'a dit qu'il y a une structure qui s'appelle CNPP. Elle m'a dit qu'à CNPP, il y a les professionnels qui peuvent m'accompagner avec Julien. Alors que la théorie psychanalytique attache une importance particulière au mécanisme de la relation individuelle, certaines études en neuropsychologie soulignent en effet aujourd'hui l'importance de la qualité relationnelle dans les expériences qui sont vécues par l'enfant pour son propre développement. Il y a notamment des études récentes sur le développement des fonctions exécutives à ce sujet. J'ai pris rendez-vous à CNPP, l'attente est un peu longue, ça dure au moins presque 6 mois, ça a été très rapide pour moi. Pour d'autres, il faut attendre au moins 1 an pour avoir une place. Les CNPP ne me semblent pas être les seuls héritiers de la psychanalyse, qui a largement influencé pendant de nombreuses années les différents domaines de la médecine et du soin, notamment je pense au courant de la pédiatrie sociale avec l'organisation des structures de PMI. La première fois que j'ai poussé la porte des CNPP, j'ai vu des enfants qui ont le problème, des adolescents, tout ça. J'ai dit que non, c'est pas ma place ici. Mon enfant n'a pas de problème, mon enfant va bien. Les CNPP sont des lieux qui proposent un accueil tout venant, avec une approche globale, en essayant de prendre en compte la réalité personnelle de l'enfant. Autrement dit, quelles que soient les difficultés qui amènent l'enfant à consulter, qu'elles soient médicales, développementales, scolaires ou d'ordre psychologique, les modalités de soins ont pour intérêt de lui donner la possibilité de s'exprimer par la parole ou par d'autres modalités. J'ai passé des entretiens et j'ai raconté l'histoire de Julien. J'avais du mal à raconter l'histoire de Julien.
Créer les conditions de la parole, par l'écoute, par l'engagement relationnel, permettre d'instaurer la confiance avec l'enfant et avec la famille, implique de prendre du temps. Je lui ai parlé à 5 ans. C'était un miracle pour moi. L'année dernière, il était à l'école primaire. Et à l'école primaire, c'était très compliqué. Avec le confinement aussi, et l'enfant a perdu le langage. L'enfant ne communiquait plus avec les adultes, rien qu'à la maison. Et là, il a fallu l'intervention des CMPP pour que Julien puisse reparler. Les CMPP tentent ainsi de concilier les apports scientifiques actuels avec l'héritage d'une certaine éthique du soin, dans laquelle l'action thérapeutique reste fondamentalement basée sur l'expérience relationnelle. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner pour ces enfants qui n'ont pas de parole, qui n'arrivent pas à se défendre dans la société. Si je suis ici, je suis en train de demander aux élus et à maman Brigitte de pouvoir aider CMPP pour qu'on puisse continuer à accompagner ces enfants-là qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas choisi naître comme ça. Là. Si je suis ici aujourd'hui, le fait d'expliquer l'histoire de Julien, je pense que vous allez entendre ces enfants-là. Et ne pas fermer CMPP. Ce n'est pas seulement un lieu de soins, c'est aussi un lieu d'écoute. Lait de vache, lait de vache, lait de vache, vache d'amour, vache d'amour, vache d'amour. Mour à trois, mour à trois, mour à trois, trois dauphins, trois dauphins, fin de l'histoire, trois dauphins. La psychiatrie associe des secteurs de pensée hétérogènes. On dit qu'elle est biopsychosociale. Enfants et parents parlent rarement d'approche ou même de diagnostic. Ils viennent parce que l'école leur a enjoint de faire cette démarche. Ils viennent souvent, mais pas toujours, à reculons. Tout va dépendre de la façon dont ils seront accueillis. Est-ce qu'on peut faire connaissance et s'intéresser sans arrière-pensée à leur enfant? Peut-être alors, les histoires pourront se raconter. Le DSM ne prend en compte que 2 ordres de causes possibles, la biologie et le stress. Entre les deux, le développement d'un monde interne, traversé de désirs contradictoires, est occulté. Les psychanalystes se retirent de plus en plus sous leur tente et désertent peu à peu le champ psychiatrique, dominé maintenant par la neurobiologie, la génétique et l'épidémiologie. Les services de soins limitent leurs interventions à des programmes spécifiques, découpés en tranches, généralement d'une durée inférieure à 6 mois. La prise en charge individualisée et globale de la psychiatrie communautaire est remplacée par des programmes sociaux de réhabilitation d'inspiration comportementaliste qui limitent leurs objectifs au rétablissement des capacités sociales. Ces lignes, écrites en 2004, sont prémonitoires des réformes aujourd'hui mises en œuvre en France dans le champ médico-social. Dans cette réforme, comme il a été dit, les CMPP sont des satellites d'un réseau public, privé non lucratif, libéral, privé lucratif. Des diagnostics et des évaluations régulières permettraient d'organiser et d'optimiser des parcours, de rentrer ou de sortir d'un sillon pour se remettre dans un autre. Il n'y aurait pas ainsi de zéro solution. Les interventions seraient limitées dans le temps pour faire de la place aux plus en difficulté. L'ensemble est orienté vers l'idée de coût-bénéfice. Mais quels effets auront ces transformations ? Les nouvelles recommandations pour la santé mentale de l'OMS, parues en 2021, se font écho de fortes critiques de la psychiatrie actuelle. On peut y lire que les services de santé doivent élargir leur horizon vers des interventions psychologiques et psychosociales et le soutien par les pairs. Mais il faut lire le document complet, non traduit pour l'heure, et les exemples à suivre de services de proximité dans la communauté. L'approche globale, les échanges personnels, l'importance de la culture et de l'environnement, l'accompagnement au quotidien, le travail en réseau sans autorité imposée, une critique de l'excès de médicalisation et de diagnostic et de leurs conséquences néfastes, l'accompagnement relationnel. Les CMPP sont proches de l'esprit des recommandations de l'OMS. La pédopsychiatrie psychodynamique française est une richesse permettant de répondre à l'OMS car elle soutient des formes non protocolaires mais structurées de la rencontre clinique et de la relation thérapeutique. Mais nous craignons qu'à l'issue de la modernisation en cours, les CMPP devront utiliser une grande part de leur énergie à réaliser des diagnostics de façon standardisée en redistribuant leurs moyens internes sans pouvoir assurer l'accompagnement thérapeutique. Et cela semble très mal se raccorder avec les principes préconisés par l'OMS. J'ai été moi-même 25 ans enseignant. Je connais la détresse des enseignants devant un enfant qui peine à apprendre. Souvent, on est tenté d'interpeller le CMP, le CMPP pour que, enfin, des experts puissent nous dire ce qu'a cet enfant. Il y a bien un nom là-dessus.
il y a bien un diagnostic. Et puis, pour que ces experts puissent nous dire comment faire apprendre cet enfant. Moi, je ne suis pas persuadé qu'un nom, un diagnostic, puisse recouvrir l'entièreté de ce qu'est un enfant. Et je ne suis pas persuadé non plus que les professionnels des CMPP soient plus experts que les pédagogues pour apprendre à lire aux enfants. Pour cette question des relations partenariales entre les CMPP et l'école, je ne suis pas certain qu'on puisse avancer des affirmations générales. Au CMPP, on doit donc conjuguer la relation avec la famille, éventuellement avec l'école, et puis avec un référent de l'aide sociale à l'enfance. Là encore, je pense que vous conviendrez qu'il est difficile d'affirmer des généralités sur ce que pourraient être les relations partenariales entre les CMPP et l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais quand même dire quelques mots des moyens. Aujourd'hui, la question des moyens, c'est un tabou dans les échanges avec nos autorités de tarification. On ne peut parler que mutualisation, rationalisation, optimisation, regroupement. Pourtant, depuis des dizaines d'années, les charges des CMPP, comme d'autres établissements, ont continué d'augmenter sans que n'augmentent d'autant nos budgets. Pourquoi pas favoriser la coordination? Mais pourquoi pas des moyens au service du soin, au service de l'accompagnement? Il nous faut des moyens pour prendre en charge la détresse. Je conclurai en disant que si l'accès aux soins des populations les plus déshéritées a un coût, elle n'a pas de prix. Les CMPP se trouvent un peu à un carrefour. Ils l'ont toujours été d'ailleurs, entre plusieurs disciplines, entre professionnels qui venaient de plusieurs endroits, et un carrefour aussi entre le sanitaire et le médico-social, entre le handicap et le soin. Et je pense que cette place est une place tout à fait privilégiée. Ça serait dommage qu'elle ne continue pas. Ça nous permet aussi de pouvoir traiter certaines questions avec un certain savoir-faire, avec une vision un peu décalée par rapport à un certain nombre de questions. Bien sûr que les CMPP sont pris maintenant dans un mouvement, un changement de paradigme quand même assez radical au niveau de la clinique et au niveau de la façon d'aborder un certain nombre de questions. Et ils sont pris aussi dans l'espèce de maelstrom social que nous vivons depuis un certain temps. Effectivement, on assiste actuellement à des choses absolument invraisemblables. On voit des directeurs d'établissement faire des diagnostics, poser des indications sans respecter l'intimité des familles. Tout ça, c'est quand même assez incroyable. C'est pris dans un mouvement social qui a poussé à cela. Les gens qui ont ce type de comportement ne se font que le porte-parole de quelque chose qui existe au-delà. Les CMPP sont vraiment des facteurs de lien social. Ils s'adressent aux plus démunis finalement. La politique actuelle se perpétuera toujours de la même façon, qui fera que ce sont les plus faibles et les plus démunis qui en partiront. C'est un peu ce qui se passe avec l'orientation vers la privatisation lucrative et la désinstitutionnalisation qui est en route actuellement. Les CMPP sont quand même des lieux très vivants, où il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Je pense que les pouvoirs publics se feraient bien de pouvoir aller sur le terrain pour voir comment ça se passe, que les CMPP ont une implantation territoriale assez ancienne et qui travaillent depuis toujours, comme ça a été rappelé, avec l'école, avec les différentes administrations, avec les différentes structures qu'il y a autour. Donc il y a un travail qui se fait en réseau. C'est important de le respecter, ce travail aussi, et qu'on ne soit pas complètement écrasé par les directives qui nous viennent d'en haut. C'est un travail qui est plus qu'un travail, c'est un engagement personnel. Quand on fait ce travail, c'est pas par hasard. Nous sommes là parce que, effectivement, dans notre histoire, nous avons eu à subir ou à être témoins de choses qui nous ont complètement retournés. La psychanalyse n'a aucune ambition d'hégémonie. Elle a vocation à être un dialogue avec d'autres disciplines. C'est la condition de son existence. Il n'y a pas de psychanalyse qui existe comme ça en dehors d'échanges avec d'autres domaines, d'autres champs de pensée. Son intérêt, c'est qu'elle soutient la nécessité d'une certaine temporalité et d'un travail, d'une élaboration de la demande. Travailler la demande avec la famille, avec les familles, avec les enfants, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande une élaboration. Et la psychanalyse propose aussi une éthique de la relation et de l'engagement de l'humain comme élément essentiel du soin.
Parce que c'est l'humain qui soigne, avant tout, plus que les méthodes et plus que les techniques. On est dans un combat politique. En face de nous, il y a des gens qui ont une vision de notre travail et une façon de procéder qui ne nous convient pas du tout et qu'il faut pouvoir aussi dénoncer. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride in one horse open sleigh. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il entreprit un long voyage, il entreprit un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé.